Nous allons maintenant étudier l'extrait de Mélancolia. Vous remarquez que j'ai conservé dans ma présentation les numéros des vers tels qu'ils sont dans votre livre. Pour commencer cette explication de texte, comme d'habitude, on fait une introduction, je vais vous la lire en ajoutant quelques petits commentaires et ensuite vous la recopierez. Victor Hugo publie les Contemplations en 1856 comme une somme de ses expériences vécues entre un autrefois plutôt positif et un aujourd'hui marqué par la mort, les tourments et l'introspection. Alors vous voyez dans cette présentation que je fais allusion aux deux grandes époques du livre, autrefois la période de la jeunesse et aujourd'hui la période où il écrit l'œuvre et au cours de laquelle il est marqué par la mort de sa fille, par les tourments qui en découlent et par l'introspection, c'est-à-dire le fait de s'analyser soi-même. Situé dans le livre 3, intitulé « Les luttes et les rêves », le livre 3 se situe dans la période autrefois, c'est-à-dire dans la période du dynamisme de la jeunesse. Le poème Mélancolia est un développement poétique d'une dizaine de strophes en alexandrin de rimes suivies. Vous avez vu, quand je vous ai montré le nombre de pages qui étaient consacrées à ce long poème, dans lequel l'auteur valorise sa dénonciation de la misère sociale. Donc on est dans la partie les luttes et les rêves, et vous voyez donc que le mot lutte nous montre que Victor Hugo est un poète engagé. Après avoir abordé le cas d'une mère qui ne peut nourrir ses enfants, c'est la première strophe du poème que nous n'étudions pas, et celui d'une jeune fille obligée de se prostituer, c'est la deuxième strophe du poème que nous n'étudions pas, nous étudions la troisième strophe, le texte se concentre sur le thème de la justice. Et c'est le texte que nous allons étudier. Je vous laisse noter cette introduction. Après l'introduction, vous passez à la lecture, la voici. Un homme s'est fait riche en vendant à faux poids. La loi le fait jurer. L'hiver, dans les temps froids, un pauvre a pris un pain pour nourrir sa famille. Regardez cette salle où le peuple fourmille. Ce riche y vient juger ce pauvre. Écoutez bien, c'est juste puisque l'un a tout et l'autre rien. Ce juge, ce marchand, fâché de perdre une heure, jette un regard distrait sur cet homme qui pleure, l'envoie au bagne et part pour sa maison des champs. Tous s'en vont en disant « c'est bien, bons et méchants ». Et rien ne reste là qu'un Christ pensif et pâle, levant les bras au ciel dans le fond de la salle. Donc vous voyez que ce texte ne propose pas beaucoup de difficultés au niveau du vocabulaire, néanmoins vous assistez au récit d'une sorte de procès, et au début donc le riche est désigné comme juré, c'est-à-dire qu'il participe en tant que personne de la société civile au jugement qui va condamner le pauvre, et vous voyez que Victor Hugo, par une sorte de glissement, l'appelle d'abord juré, puis on a l'impression qu'il est le seul à juger le pauvre, et par ce type de glissement, on voit qu'il passe de juré à juge, mais c'est une sorte un peu d'abus de langage qui permet de montrer que le riche juge le pauvre. Mais évidemment, ça ne se passe pas exactement comme ça dans le procès. Vous voyez encore dans le vocabulaire qu'il y a la condamnation, le fait que le pauvre soit envoyé au bagne, et le bagne, au XIXe siècle, c'était pire que la simple prison, puisque, en fait,
bagnards étaient obligés de faire des travaux de force pendant leur emprisonnement, casser des cailloux, construire des routes, etc. Donc c'est une condamnation encore plus violente que celle de la prison. Enfin, vous voyez apparaître à la fin du texte un Christ, et bien donc on peut penser que dans la salle du tribunal, il y a au fond de cette salle la présence d'un Christ crucifié, à titre de décoration ou de dimension un peu religieuse de cette salle dans laquelle se déroule le jugement.